Donc, bonsoir à tous, je suis vraiment ravie d'être ici pour témoigner de ma petite expérience pour le plus grand musée de France. C'est une campagne qui m'a beaucoup apporté, donc je suis d'autant plus fière et heureuse d'être ici pour en parler. J'ai commencé ma première campagne en 2018, si je ne m'abuse. C'était la première année à laquelle je le faisais. Et ça m'a tellement plu que j'ai demandé à un des parrains de la sauvegarde de l'art français, qui est Pierre Murat et qui est dans la salle, qu'on monte notre propre campagne dans le Loiret, parce qu'on est originaire de cette belle région et que je crois que dans le Loiret, il y a matière à faire. Cette campagne, moi, en tout cas cette expérience personnelle, elle m'est tombée dessus, entre guillemets, en entrant à la Sciences Po pour un double master avec l'École du Louvre. Et c'était un projet qu'on pouvait faire qui était disponible, où les étudiants en master devaient encadrer des équipes qui étaient sur les Sciences Po Paris, délocalisées entre guillemets en province. J'encadrais l'équipe de Poitiers. On a trouvé une magnifique œuvre que vous voyez derrière moi, qui était une représentation de Sainte Radegonde dans la ville de Coué, donc pas à Poitiers même. Et cette première expérience a été vraiment formatrice parce que moi qui étais passionnée par le patrimoine, qui était toujours entourée de personnes passionnées par le patrimoine parce que j'étais dans des études qui forcément s'y prêtaient bien, j'ai appris qu'en fait, des fois, c'était pas forcément toujours le cas. On parlait tout à l'heure du fait que des fois, il fallait convaincre les propriétaires des mairies, les propriétaires des mairies, non, les propriétaires des œuvres, de s'intéresser de plus près à leur patrimoine. Et c'est ce qui a été, ça a été totalement vrai pour cette première campagne, donc assez formatrice. Tout s'est bien passé finalement. Vous voyez, l'œuvre a été restaurée. On a réussi à avoir et la permission du propriétaire et même une participation financière finalement. Mais c'est aussi les bonnes surprises. Et quand je vous dis que c'était formateur, c'est que on est toujours amené à connaître les gens, à faire connaissance avec les gens qu'on rencontre. Et c'est aussi un gros travail de persuasion qu'on doit mener sur l'importance de la transmission du patrimoine, de sa sauvegarde. C'est vrai que les œuvres que vous allez voir derrière moi, ça n'a pas vraiment été choisi à Escience, c'est toujours des peintures. C'est pas un choix de ma part strictement, je ne suis pas opposée à faire autre chose que de la peinture. Il s'avère que depuis 4 ans, c'est sur des peintures que ça tombe. Mais souvent, c'est des peintures effectivement qui sont dans des églises. Et avec la question de la laïcité, souvent on a aussi un frein en plus à restaurer du patrimoine entre guillemets religieux, même pas entre guillemets, en fait totalement religieux. Et en fait, moi personnellement, j'avais plutôt l'intime conviction que qu'il soit religieux ou pas, le patrimoine, c'est un témoignage de notre histoire et on se doit de le transmettre pour qu'il apprenne une partie de notre histoire. Il nous apprend une partie de notre histoire et il l'apprendra en fait. On se doit de le transmettre aux générations suivantes pour qu'ils leur apprennent cette même partie d'histoire, des fois qui sera même rejugée, réinterprétée. Donc ça, c'était ma première campagne. La deuxième était donc à Orléans, dans une ville un peu plus grosse, un peu plus connue, peut-être un peu plus sensible à la question du patrimoine. Donc c'était un cycle de Saint-Pierre-du-Mart III. C'était un cycle de la vie de Saint-Pierre qui se trouvait dans l'église Saint-Pierre-du-Mart III. Là encore, elle avait tout son intérêt parce que c'était une œuvre qui avait été commandée à Jean de Restout pour l'église. Et en fait, elle avait connu, entre guillemets, que cette église dans sa vie. Donc en fait, elle a été commandée pour l'église, par l'église, au XVIIIe siècle. Et en fait, voilà, quand on dit que généralement on passe devant le patrimoine sans s'en rendre compte, c'était dans une église et l'état était tel que les personnes ne savaient même pas en fait ce qu'ils voyaient dans le chœur. Pourtant, c'est gros, hein, on est sur des œuvres, la partie centrale, elle est à 3 mètres de haut, 4 mètres de haut. C'est assez généralement assez conséquent. Et en fait, c'était tellement assombri et tellement dégradé que finalement, les gens fréquentaient l'église sans même le voir en fait. Et aujourd'hui, là où c'est très, très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les œuvres sont décrochées, elles sont envoyées dans un atelier de restauration. Et aujourd'hui, les gens, ce triptyque leur manque. Et ils demandent souvent aux nouvelles pour savoir quand est-ce qu'il va revenir. Donc c'est aussi une victoire d'avoir su mobiliser les personnes, d'avoir su les convaincre. On n'a pas eu trop de problèmes pour cette campagne
à mobiliser la mairie qui était le propriétaire de l'œuvre. Mais par contre, on a eu une réception extrêmement positive de tous les Orléanais, même un peu plus de tous les métropolitains, entre guillemets, puisque Orléans Métropole. On a pu monter des projets incroyables, une vente aux enchères dont l'entièreté des gains avaient été reversés pour la restauration. En fait, les artistes locaux avaient donné une œuvre, donc vraiment donné, ils se, entre guillemets, privaient d'une source de revenus personnels pour pouvoir sauver et apporter leur pierre à l'édifice. Et c'était une belle preuve de solidarité intergénérationnelle entre artistes, finalement, que des artistes du XXIe siècle viennent sauver la production d'un artiste du XVIIIe siècle. La campagne suivante était dans une autre petite ville, donc effectivement on parlait de cette importance du patrimoine rural. Donc sur 4 campagnes que j'ai pu mener, il y en a 3, donc celle-ci, la première et la 4e que je suis toujours en train de mener, qui sont plutôt dans des villes petites, assez plus ou moins éloignées effectivement de la culture. Et donc c'était une Sainte Marguerite qui était conservée dans l'église. L'église est souvent fermée, peu fréquentée, et les tableaux étaient dans la sacristie, face au sol, face au mur. Et au final, pareil, grâce à cette campagne, on a vraiment une prise de conscience de la part des élus à valoriser leur patrimoine. Ils ont fait inscrire cette œuvre. Et au final, toutes les œuvres de la sacristie sont passées à l'inscription. Et après que l'œuvre ait été accrochée, donc elle a été réaccrochée il y a une semaine, ils se sont lancés dans la volonté de tous les restaurer. Donc en fait, c'est aussi des petites victoires que de faire prendre conscience de la richesse de leur patrimoine et de la valeur de leur patrimoine. Et enfin, la dernière, pour le plaisir des yeux, parce que pour l'instant elle n'est pas restaurée. Donc c'est une Vierge en prière de Nicolas-Auguste Gallimard, qui est un de ces nombreux artistes qui, très connu de son temps, est tombé complètement dans l'oubli, et dont en fait la campagne PGMF a aussi pour but de les faire sortir de l'oubli, de les valoriser, de les faire connaître, puisqu'en fait je pense que pour toutes les personnes qui fréquentent de près ou de loin un peu l'histoire de l'art, on a tous en tête, il nous vient tous en tête des noms d'artistes qui étaient complètement oubliés à une époque et qui, par un coup du sort, sont devenus finalement de véritables références. Peut-être que ce Gallimard en est un, donc je vous invite à participer, pourquoi pas, à cette campagne, à la sauver, et peut-être qu'en fait ça aboutira à des études plus recherchées, puisque Gallimard un peu retrouve un peu de sa reconnaissance. On a le musée de Cholet qui a acheté il n'y a pas très longtemps un tableau de Gallimard. Donc en fait, on voit que gentiment, il commence à retrouver un peu grâce dans l'histoire de l'art. Donc c'est la restauration de ce tableau peut complètement s'inscrire dans cette reconnaissance. Et voilà. Merci beaucoup Mathilde pour ce témoignage sur la campagne étudiante. Donc on va passer à Joël Dubos qui lui s'occupe de la campagne lycéenne, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Édouard Branly de Dreux, et qui a un témoignage à nous apporter qui concerne donc les lycéens. Il va nous dire quelle classe et comment. Voilà, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du projet qui a été mis en œuvre donc, avec la classe de seconde d'histoire des arts du lycée Branly de Dreux pendant l'année scolaire 2021-2022, puisque l'histoire des arts n'est pas une matière, c'est un enseignement. Donc, elle est assurée par des enseignants d'histoire-géo, de musique, de français, etc. Alors, ce projet a été réalisé dans le cadre du dispositif du Grand Musée de France, avec évidemment l'égide de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Je ne vais pas, je crois, faire une grande révélation, mais je pense que je me tourne vers Pauline, vers Fabienne, vers Jacques, qui nous ont accompagnés, et vers Monsieur le Président de Rouen. Je crois qu'on peut dire que ça a été vraiment une réussite, par la coopération de tous. L'enthousiasme des élèves qui a été, je crois, vraiment le bonus et la partie la plus positive, et qui a permis au fond de réaliser ce que vous évoquiez, Monsieur le Président, c'est-à-dire au fond la sensibilisation et l'envie, donner l'envie à tous
de justement protéger ce patrimoine et de le sauver. Et là, je crois que les élèves ont vraiment pris conscience de cette série d'enjeux. Alors, le fil directeur de mon intervention va être un peu de vous présenter, ça va peut-être servir à des jeunes gens ici, le fil directeur pédagogique et vous montrer un peu comment a été préparé en amont et utilisé en aval ce dispositif dans le cadre du programme de l'enseignement d'histoire des arts. Donc la première idée, c'est que dès qu'on m'a proposé le projet, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors extraordinaire d'une part par son ambition, mais aussi par l'utilisation qu'on allait pouvoir en faire. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir sortir les élèves des murs, les mettre en situation tout à fait concrète. Et là, on est dans le cadre d'une pédagogie de projet, mais non pas avec une simulation, comme on le fait souvent, non pas avec, on va dire, un jeu de rôle, mais vraiment dans une mise en situation concrète, puisqu'ils avaient à gérer la somme de 8 000 € pour la restauration d'une œuvre qu'ils devaient choisir. Alors, une série de pistes pédagogiques s'ouvraient dans une approche modulable, excessivement riche, et c'est la raison pour laquelle je crois que l'adhésion a été très très rapide. Alors je précise un peu l'inscription dans le programme parce qu'il faut quand même conserver une cohérence. Ce n'est pas le tout de dire tiens il y a quelque chose d'intéressant, propulsons-y les élèves. Non, il faut l'inscrire dans un schéma pédagogique. Et au fond, il y a eu 3 entrées finalement. J'ai choisi 3 entrées que le programme permettait, c'est-à-dire d'abord la pédagogie de projet bien sûr, puisque le programme se divise en seconde, Histoire des Arts, en le traitement de 5 thèmes. Alors on appelle ça des foyers chronogéographiques. Par exemple, on étudie l'art de l'Égypte antique pendant la 18e dynastie. Bon. Ce n'est pas par là qu'on allait pouvoir entrer. Non, on allait pouvoir entrer par la mise en œuvre collective, le projet, ensuite par la notion de patrimoine et par les compétences. Et ce projet, finalement, il s'est révélé excessivement riche parce qu'on a pu travailler des compétences transversales. Alors, j'en ai mis quelques-unes, la prise de notes, travail de groupe, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, le travail de l'oral, si important maintenant pour le nouveau bac. Il y a eu un concours photo qui a été chapeauté par Jacques Chevelin. Et puis, une inscription plus générale dans le cycle de terminale. Alors, je reviendrai sur l'histoire des arts en particulier, mais les intervenants qui ont présenté le projet se sont présentés eux-mêmes. Et je leur avais demandé de présenter un peu leur parcours, de façon à ce qu'au passage, les élèves bénéficient de ce retour d'expérience et de parcours comme ça, tout à fait concret. On a préparé le grand oral, bien sûr, avec les différentes interventions. Et puis, ça faisait aussi un lien avec le programme de première spécialité Histoire des Arts, à travers essentiellement le thème 1 et 2, les lieux et les réceptions de l'art. Voilà. Au niveau plus spécifiquement Histoire des Arts, je me référais au BO, au bulletin officiel, et j'ai extrait quelques citations qui montrent que l'inscription était assez facile. Pour reconnaître la valeur artistique du patrimoine de proximité, ça tombait tout à fait bien. Aussi pour percevoir les autres dimensions des œuvres et notamment toutes leurs fonctions. On a parlé tout à l'heure des différents rôles, tout ce qui est préparé dans le cadre du master de la Sorbonne en direction du tourisme, etc. Les élèves ont été très sensibles à tout ça. Commentaire d'une œuvre d'art artistique en la contextualisant. Et puis la familiarisation avec les lieux de l'art et du patrimoine. Donc, et je rajouterai aussi les institutions, puisque là on a découvert la Fondation de la sauvegarde de l'art français, enfin les élèves en tout cas l'ont découvert, et ça nous montre bien toute la richesse et la complexité aussi qui est nécessaire à la protection de notre patrimoine. Alors, vocabulaire, références culturelles, type d'œuvre, etc. Bon, c'était excessivement riche. Alors, comment ça s'est déroulé? Ça a été mis en œuvre très très rapidement. Pauline reviendra peut-être dessus. Je crois que tout le monde était partant. Donc, à peu près au mois de... On avait fixé ça fin novembre, je crois, début décembre. On était fixé après 2-3 réunions Zoom. Et j'ai pu préparer en amont.
Ensuite, il y a eu une présentation globale le 2 février, puis des sorties. Par exemple, on a fait une sortie avec, on s'en rappellera, par grand froid. Il faisait un froid terrible. Mais ça a été malgré tout excessivement riche. Donc ça, c'était le 2 février. On en a refait une à Dreux. Non, ça, la sortie était le 9. On en a fait une le 16, une après les vacances. Bon, tout ça dans un contexte de confinement, de cours alternés, présentiel, distanciel. Enfin bon, ce n'était pas forcément l'année la plus facile, mais ça s'est très très bien passé. Alors en amont, on a donc présenté le projet, et puis j'ai lancé avec un inducteur pédagogique qui était les 7 merveilles de l'Antiquité. Pour avoir une idée, une contextualisation, remettre le patrimoine local dans un contexte plus général. J'ai ensuite enchaîné avec petit concours. Les élèves devaient choisir les 7 merveilles actuelles pour eux, quelles étaient les 7 merveilles. Et à partir de là, ça nous a mené à l'idée de débattre, parce qu'il fallait classer, il fallait choisir. Donc on a vu qu'il y avait des œuvres qui devaient être protégées. On est arrivé à la liste de l'UNESCO et à la définition du patrimoine. Avec ces idées clés, bon, je ne reviens pas sur ce qui a été très bien dit tout à l'heure, mais l'idée de la transmission, de la protection. Mais avant la transmission, la protection, il y avait l'idée du choix et de la nécessité des moyens. Donc on est arrivé à la notion de politique patrimoniale avec tous les enjeux qu'elle implique. Donc en seconde, c'était déjà quelque chose de très intéressant parce qu'on avait mis en situation concrète pour atteindre des concepts un peu complexes. Alors voilà les photos du lancement de projet. Bon, je vous ai mis quelques fiches pour les futurs peut-être enseignants, s'il y a des jeunes gens qui ont une vocation vers l'histoire des arts. Voilà les sorties. Alors, on a fait une sortie dans le Drouet, une sortie sur Dreux, en bus. Tout ça a été préparé. Donc l'idée, c'était vraiment la préparation en amont dans une grande clarté, à chaque fois l'explicitation. Donc les élèves ont eu un certain nombre de documents. Par exemple, ici, il y avait les fiches de prise de notes. Alors l'idée, c'est qu'en seconde, ils ont quand même malgré tout besoin d'être quelque peu guidés. Et puis, avec des ouvertures. Donc il y avait par exemple une case autre remarque, ressenti, parce que le ressenti n'est pas exclu de l'histoire des arts. Encore faut-il qu'on s'en serve, on rebondisse dessus pour arriver à une conceptualisation, une réflexion. Voilà la carte du trajet, donc c'est là qu'il faisait très très froid, mais qu'on a vu des choses très très intéressantes. Vous voyez beaucoup de statuaires, et puis une très belle peinture sur le sacrifice d'Isaac. Alors quelques photos qui montrent l'équipe, les présentations, pour vous faire percevoir un peu l'ambiance. Et puis on arrive à la troisième phase qui a été la préparation du vote, et là j'ai repris la main en quelque sorte de manière pédagogique à l'intérieur des classes. Donc, il a fallu étudier les œuvres. Il n'était pas le tout de se lancer comme ça, on allait voter sur des impressions un peu floues. J'ai tenu à ce qu'il y ait une contextualisation communale, c'est-à-dire que les élèves prennent conscience de tous les enjeux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement l'œuvre, il y avait aussi la commune. Alors, ils ont été très vite très sensibles au fait qu'il y avait des petites communes qui n'avaient aucun moyen. Et ça a pesé dans le choix final pour beaucoup. Et puis, au passage, on a travaillé un certain nombre de compétences, l'idée étant de préparer au final la présentation de l'œuvre que chacun avait choisie. Alors, je vous ai mis par exemple le premier TP, c'est extrait directement des documents que je donne aux élèves, donc vous téléchargez le fichier des œuvres, les élèves se répartissent en groupes de 2 et font une recherche informatique, TIS, sur les précisions. Alors, je leur pose une question à l'aval. D'après vous, quelle précision allons-nous chercher? De quoi allez-vous avoir besoin pour pas forcément toujours tout apporter? Donc, coup de pouce, les personnages, les attributs, le récit qu'il y a derrière chaque œuvre. Ensuite, on a fait la contextualisation communale avec, là encore, le point de départ. D'après vous, quelles informations allez-vous chercher? De quoi allez-vous avoir besoin? Et puis le coup de pouce, le nom de la commune, son budget, le nombre d'habitants, les activités, pour qu'ils situent un peu les communes. On était quand même dans des communes de la périphérie drouaise, des communes rurales avec parfois très très peu de moyens, et ça ils l'ont très vite perçu. Ça leur faisait faire en même temps une recherche un peu documentée.
ne serait-ce que pour avoir le budget précis. On arrivait au classement des œuvres. Chaque œuvre donnait lieu à un classement des arguments en faveur et des arguments en défaveur. Alors, chacun commençait déjà à avoir un peu une petite idée, préparer, fourbisser son argumentaire et puis essayer d'anticiper l'argumentaire concurrent, si vous voulez. C'était la préparation du débat. Puis on finissait avec le choix d'une œuvre. Deuxième phase, là encore, constitution de groupe autour de l'œuvre qui avait été choisie. Donc tous ceux qui avaient choisi une des 6 œuvres se réunissaient, discutaient, préparaient un argumentaire, rédigeaient une intervention orale, désignaient quelqu'un, le rapporteur, et puis après il y a eu une phase d'entraînement oral qui a donné lieu à des petits débats. Voilà, ça c'est. Alors il y a eu d'autres TP, je ne vais pas vous infliger l'ensemble du processus pédagogique. Et on arrive à la dernière séance. Alors la dernière séance a été la séance du vote. Au préalable, toujours dans cette inscription de la transversalité pédagogique, il y avait eu une réflexion sur les conditions du vote, sur sa nécessaire transparence, sur le décompte. Donc on avait fait un peu de MC, d'éducation morale et civique. Bon, remise du prix du concours photographique, ça a été un moment aussi agréable. Et puis chaque rapporteur a présenté les arguments en faveur de son œuvre. Ensuite, les élèves ont voté. Alors voilà un peu les photos de la soirée, les documents qu'ils avaient à leur disposition, et puis la fiche du décompte des voix, puisqu'on a fait en quelque sorte une répétition électorale. C'était bien sûr l'occasion d'une initiation civique. Là où ça a été assez extraordinaire, c'est que les 8 000 € se sont multipliés par un coup de baguette magique de la bonne fée Fabienne Audebran qui nous a vraiment sorti des comptes très très précis avec des subventions en commun, suppléments. Alors du coup les élèves, il restait de l'argent, donc ils ont voté plusieurs fois. Je soupçonne un peu Fabienne d'avoir préparé les choses parce qu'il n'y a pas eu de perdant. Tout le monde est reparti avec une subvention. Et donc toutes les œuvres ont pu être sauvées. Et ça, les élèves ont beaucoup apprécié parce qu'il y avait quand même ce doute. Alors on vote pour une œuvre, mais alors il y a toutes les autres. Et ils me disaient, mais on ne pourrait pas voter pour plusieurs. Alors j'avais eu vent un peu qu'il y aurait peut-être 2-3 œuvres, mais la bonne surprise, c'est qu'on a pu tout sauver. Enfin, on a pu. En tout cas, Fabienne s'est arrangée pour que toutes les œuvres soient restaurées. Voilà, alors si on fait un petit retour sur expérience, vous l'avez compris, c'est un projet... vraiment pour les élèves palpitants, exaltants, ils ont beaucoup apprécié, ils m'en parlent toujours d'ailleurs. Je crois que ça a contribué au succès de l'histoire des arts en spécialité. La plupart des élèves de seconde l'ont prise en spécialité ou en option, donc ils sont toujours avec moi. Et on les a plongés vraiment dans une réalisation tout à fait concrète, avec une vraie gestion. Je dirais que le projet a fédéré la classe et au-delà, ça a été vraiment une implication des acteurs et une qualité de rapport humain assez exceptionnelle. Il me parle par exemple toujours d'un certain nombre de choses. L'intervention que vous avez faite, M. Dron-Chabot, quand vous êtes présenté, vous leur avez parlé de manière très très humaine. Alors ça, il m'en parle toujours. Il y en a qui me disent « Ah oui, là, ça a été très très intéressant ». Plus que les demi-heures du sous-préfet qui avait égrené son parcours. Donc voilà, il y a eu pour ces élèves-là un contact avec les œuvres, mais aussi un contact humain, et puis la prise de conscience de nécessités et de contraintes. Alors maintenant, c'est le moment le plus délicat, c'est la suite. Alors la première suite, on a été invité par exemple par le maire de Dreux, là le 2 septembre, il va y avoir un retour, on espère bien voir les œuvres restaurées, discuter avec les restaurateurs. Mais évidemment, moi en tant qu'enseignant, j'ai d'autres secondes cette année. Et donc, j'aimerais bien que le projet soit reconduit. Donc je sais bien qu'il faut trouver des mécènes. Donc je lance un appel ce soir. Jamais parmi les riches universitaires, certains veulent se lancer. On peut rêver. Je dirais que ce projet, en conclusion, ça a vraiment été pour les élèves l'entrée dans les réalités concrètes de la politique culturelle et patrimoniale. Et à ce titre, je pense qu'on a touché là un élément clé de la formation à la citoyenneté dans toute sa plénitude.
Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh bien, nous allons passer à Fabienne Audebrand, qui est conservateur des antiquités et objets d'art, une fonction très importante pour le patrimoine, et les conservateurs antiquités et objets d'art œuvrent beaucoup, justement, et elle va nous expliquer comment elle le fait. Alors, donc, la conservation des antiquités et objets d'art est une mission confiée par l'État à des personnes comme moi qui ont des formations en histoire de l'art, mais ça peut être aussi des formations en histoire ou autre. Et moi, j'exerce cette mission au sein de la conservation régionale des monuments historiques de la région Centre-Val de Loire. Et j'ai la double casquette de protéger aussi des immeubles. Donc, l'avantage de visiter, que ce soit un immeuble d'ailleurs civil ou religieux, c'est qu'on voit l'ensemble du décor, du mobilier, et on peut proposer, en plus du bâtiment, des objets mobiliers, du décor. Dans le cadre donc, de cette opération, le plus grand musée de France, ma mission, je l'ai commencée en 2010 et j'avais commencé par le récollement. Donc, on vérifie les objets inscrits ou classés dans les édifices. J'avais commencé par le Drouet. Donc j'avais entre guillemets une petite liste d'objets en attente, en me disant il faudra faire quelque chose. De temps en temps, évidemment, il y a des dons et on essaie de monter des opérations, mais c'est un peu délicat. Donc là, j'avais une bonne petite liste, et quand on a décidé de se lancer dans cette opération, les propositions ont quasiment toutes été retenues, donc ce qui était quand même assez agréable. Et donc nous avions à la fois des édifices ruraux, des petites communes autour de Dreux, avec des grands édifices, des grandes églises parfois, beaucoup de statuaires, et puis deux tableaux conservés dans l'église Saint-Pierre de Dreux. Donc à Saint-Pierre-d'Audreux, c'est une autre opération que nous menons depuis là aussi 2012, qui est un plan objet pour l'église Saint-Pierre, où chaque année, une convention entre la ville de Dreux et l'État nous permet de restaurer 2 tableaux, ce qui va permettre, là on en est à 8, d'avancer et de permettre aussi aux conservateurs du musée de poursuivre, puisqu'il est en charge aussi du patrimoine, poursuivre la visite et la compréhension de ce patrimoine dans l'église Saint-Pierre, qui est absolument riche en tableaux et en sculptures. Donc voilà, nous avions cette sélection d'œuvres. Nous savions aussi qu'il est très difficile de monter un budget de restauration. L'avantage supplémentaire du département d'Eure-et-Loire, c'est qu'il accepte d'abonder l'État, notamment pour les projets de restauration objets mobiliers. Donc il faut faire des financements croisés, c'est ce qu'on a fait pour la plupart des sculptures et des tableaux qu'on vous a présentés. Donc ces financements croisés qui permettent de restaurer un grand nombre d'objets. Donc ça, c'était évidemment très stimulant. Pour la réussite donc, de cette journée, puisque moi j'ai surtout participé à la tournée en Drouet, moi ce qui m'a paru le plus intéressant, c'était les questions, malgré tout, qui venaient assez facilement des lycéens, et surtout ce contact. Nous avons au Monument historique et en tant que CAOA un contact beaucoup plus simple et plus franc avec les œuvres. Elles sont souvent devant nous en très mauvais état ou dans un état assez alarmant. Il n'y a pas de vitrine, on n'est pas sous une cloche de musée, donc il faut intervenir ou il faut faire intervenir des restaurateurs. Et donc ce rapport, je pense qu'on a essayé de le transmettre, notamment la statue de Saint-Jean de Robertvilliers, qui est ici, le petit Saint-Jean. En fait, on a replacé là c'est une photomontage ou une photo avec la petite tête reposée, et donc ça correspondait parfaitement. Les carnations sont celles du XVIe siècle, donc ça c'est un moment fort, je pense, avec les lycéens. Et donc après, on a pu évidemment évoquer à la fois les techniques, un petit peu d'iconographie, mais je savais que c'était traité dans la partie de Joël, et surtout les moyens de conserver, de restaurer ces œuvres. Je pense qu'ils ont pris conscience aussi qu'une œuvre n'est pas isolée.
il y a un édifice, il y a au-dessus une toiture qui peut prendre l'eau pour les peintures murales notamment, pour les vitraux. On a vu qu'il y avait des trous parfois dans la vitrerie. Donc c'est un ensemble de choses qui font que les œuvres sont conservées dans de bonnes conditions. Alors, autre grand moment pour moi, je trouve, c'était l'accueil des maires ruraux notamment, qui étaient très surpris de découvrir qu'ils avaient des choses intéressantes, certains le savaient quand même, mais voilà, ils découvraient qu'ils avaient peut-être une petite pépite dans leur église. Dans le cas du sacrifice d'Isaac, de Vert-en-Drouais, le tableau n'était pas protégé, donc depuis il est inscrit au titre des monuments historiques, et là encore, la commune non seulement a constitué son dossier pour la restauration, mais a déjà programmé d'autres travaux. Donc vous voyez, c'est vraiment un effet cumulatif, entre guillemets, qui permet de se lancer dans une vraie petite programmation pour la restauration des objets mobiliers. Je suis bien consciente que pour les petites communes, restaurer une grande église, c'est un autre sujet. Pour le projet des lycéens, je pense que c'est bon. Pour le projet, en revanche, voilà. Là, c'était aussi une expérience assez curieuse, puisque une des 4 personnes que vous avez sur la photo était en stage à la conservation régionale des monuments historiques. Et 3 jours après son arrivée, quasiment, il a fallu la renvoyer chez elle, puisqu'il y avait confinement. Et elle était très triste parce qu'elle voulait participer, trouver un tableau. Et donc, parmi les 3 ou 4 tableaux qui, là encore, faisaient partie de notre file d'attente, il y avait ce très beau tableau conservé à Nogent-le-Roi, dans l'église Saint-Sulpice, et qui attendait une restauration. Alors, c'est un petit tableau au point de vue dimension, mais un grand tableau, je pense, quand il sera restauré. Probablement d'un des membres de la famille Doué. Il est, je pense, moi j'ai vu la signature, mais il va falloir qu'on la voit un petit peu mieux après restauration. Et là aussi, en très peu de temps, ils ont réussi à rassembler la somme. On a fait venir la restauratrice qui va probablement traiter ce tableau. Donc il y a eu un échange avec les étudiants pour montrer que voilà, il y a un travail aussi en amont pour faire cette restauration du tableau, puisque nous on prend tout en compte, et sécurisation dans l'église quand il sera remis en place. Donc là, je pense qu'on va pouvoir lancer cette opération seulement en 2022. Quant aux autres sculptures qu'on a vues pour l'opération des lycéens, la première va partir dans quelques semaines. Et Alainville, que vous voyez ici avec sa petite tête, la Pietà, dont il manque une tête, va pouvoir aussi être déposée avant l'hiver. Donc on a quasiment l'ensemble des dossiers, il y a seulement le petit ange avec ses instruments de la Passion, où là la mairie a un petit peu de mal à rédiger en fait la demande, les dossiers. Donc on va prendre un peu plus de temps pour aller les voir et travailler avec eux. Voilà, pour moi c'est extrêmement positif, non seulement parce que voilà, on restaure des œuvres, c'était aussi la rencontre avec des lycéens. On a tenté aussi cette expérience avec la restauration du tour de chœur de la cathédrale de Chartres, où on fait un chantier, une école. Là encore, pour expliquer surtout les techniques de restauration et les possibilités qu'on a de mieux surveiller son patrimoine. Et pour les œuvres, évidemment, c'est toujours un grand privilège de pouvoir les voir revenir en place en très bon état.